S'il vous plaît WWE, retenez bien cette leçon, n'allez plus jamais à Las Vegas. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de NXT Battleground 2024. Mais avant de commencer, j'aimerais parler de plusieurs choses. Déjà, je dois l'avouer, je n'ai pas regardé ce show en direct. Il était dans la nuit de dimanche à lundi à 2 h du matin. Et je pense, comme beaucoup d'entre vous, c'est compliqué pour moi de regarder un show à 2 h du matin un dimanche. C'est même impossible. Donc je l'ai regardé le lendemain. Deuxième chose, on était donc du côté de l'UFC Apex à Las Vegas, devant 700 personnes. Et on peut le dire avant de parler du show et des matchs, c'était une mauvaise idée. Ça s'est pas très bien placé, je trouve que l'endroit est pas terrible. On dirait tout simplement un performance center qui a été un peu plus blindé, un peu plus bondé, mais c'est tout. Ce qui fait que ça donne pas une énorme impression. 700 personnes, c'est correct, mais en même temps, c'est pas si immense, donc c'est pas dingue. Et en plus de cela, on était du côté de Las Vegas et j'avais vu beaucoup de commentaires qui disaient « Attention, le public là-bas, c'est quand même pas terrible la plupart du temps ». Et clairement, le public n'a pas été dingue du tout. Alors, clairement, dans la foule, tu vois qu'il y avait des gros fans de NXT parce qu'il y a eu des chants. Il y a eu des chants This is Awesome et autres. Mais le truc, c'est que tu sens qu'il n'y avait qu'une partie qui était vraiment chaud. Et l'autre partie, on n'avait pas réellement grand chose à faire. Ce qui donne une ambiance pas terrible. Alors que normalement, quand tu as 5, 600, 700 personnes, justement, c'est resserré, tu as une grosse ambiance. Eh bien, pas du tout. Donc, clairement, l'endroit et l'événement en soi, je peux pas dire que c'était une réussite. Allez, cette fois-ci, on est parti pour de bon et on débute avec le match pour déterminer la première championne nord-américaine de l'histoire. Un match de l'échelle qui voit s'affronter Michin, Lash Legend, Kalani Jordan, Jada Parker, Sol Ruka et Fallon Henley. Un combat qui va durer 13 minutes et ma note pour ce match est de 4,25. C'était exactement tout ce que j'attendais de ce match. Des femmes qui brillent, des femmes qui se font mal, des femmes qui font des choses assez spectaculaires, des gros spots mémorables. Ça, c'était vraiment top. Mon seul reproche à ce combat, et c'est un reproche qu'on fait assez souvent du côté de NXT si vous l'avez remarqué, je dis souvent c'était bien mais j'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps. Eh bien c'est un peu le reproche que je peux faire à ce match qui dure 13 minutes. Pour un match de l'échelle, c'est pas énorme. On a l'habitude de voir des matchs de l'échelle qui durent 15-20 minutes, tellement il y a de spots, tellement il y a de choses mises en place, et bah là c'est plutôt court. Et en même temps, du côté de NXT, c'est un reproche que je fais assez souvent. Alors, ça peut être un reproche dans ce cas-ci parce que j'aurais aimé en voir plus. Et parfois, c'est tellement bien rythmé que 12-13 minutes, ça passe très bien. Donc, ça a double tranchant. Je trouve que cette fois-ci, j'aurais aimé avoir quelques minutes en plus. Mais globalement, comme je l'ai dit, je trouve que toutes les superstars féminines de ce combat ont brillé. Et je dis bien toutes. Toutes ont leur moment, toutes ont leur spot, toutes ont leur moment de gloire. Et ça, je trouve ça génial. Évidemment, qui dit match de l'échelle dit gros spot. Et c'est ce qu'on attend dans un match de l'échelle. C'est pas ce qui se passe entre les spots. Ça, c'est pas forcément très intéressant, mais c'est les gros spots. Et il y en a quand même quelques-uns. Je pense au moment où toutes les femmes vont s'allier et vont balancer Lash Legend à l'extérieur du ring sur une échelle qui a été posée auparavant. Ça, j'ai trouvé que c'était un super spot et Lash Legend avait fait pas mal de dégâts avant. Et comme toujours, on s'attaque à la plus forte, à la plus puissante et on la met de côté. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Je pense bien sûr aux deux Soul Snatchers de la part de Sol Ruka. Un assez classique dans les cordes, mais qui fait bien l'effet. Et le deuxième en s'appuyant sur l'échelle, c'est fantastique. Vraiment, je ne pense pas qu'on se rend compte de la difficulté de cette prise et à quel point Sol Ruka arrive à la porter facilement, magnifiquement à chaque fois. C'est pas botché, c'est le bon timing, c'est parfait. Je ne sais pas comment elle fait, vraiment pas, c'est assez dingue. Et évidemment, le spot final où Kalani Jordan va prendre le dessus sur Michin et va lui porter ce moonsault et va grimper pour récupérer cette ceinture et devenir la nouvelle championne nord-américaine. J'ai vu pas mal de gens se plaindre du finish de ce match et surtout de la gagnante. Moi, j'avais misé sur Sol Ruka, mais j'avais des doutes après ce qu'il s'était passé à NXT où on avait vu une Sol Ruka dominante. C'est jamais bon quand tu es dominant dans le segment avant le gros match. Moi, voir Kalani Jordan remporter ce match, ça ne me gêne pas du tout. C'est une bonne babyface. Elle fait des progrès immenses sur le ring. Elle fait une super performance dans ce match. Vraiment, moi, ça me va. Et surtout, ça va sur un débat un peu plus grand. Comme toujours, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas satisfait d'un résultat que le match est mauvais. Ce n'est pas parce que le résultat ne va pas dans votre sens que vous êtes obligé de cracher sur les autres superstars ou que vous êtes obligé de cracher sur le match. J'aimerais aussi préciser avant de terminer, j'ai beaucoup aimé la performance de Jada Parker. Je l'attendais énormément dans ce match parce qu'elle est très neuve dans le monde du catch, elle est très fraîche. Et ce qu'elle a fait dans ce match m'a vraiment rassuré. J'avais vraiment des doutes à quelques moments et bien sûr, elle est toute nouvelle donc on attend un développement, on attend une évolution. Et bien cette performance dans ce match de l'échelle me dit que ouais, Jada Parker va falloir vraiment l'observer de près. On enchaîne avec Axiom et Nathan Fraser qui défendent leur titre de champion par équipe face à DOC, un combat de 10 minutes et ma note pour ce match est de 4
sur 5. Une très belle surprise ce combat. J'en attendais pas grand chose, c'était sans doute le match que j'attendais le moins de cette soirée et il a été vraiment au niveau. Et je dois le dire, mes inquiétudes étaient surtout sur DOC. Je ne savais pas à quel point ils allaient être au niveau, je ne savais pas à quel point ils allaient pouvoir tenir le rythme assez dynamique et rapide de Axiom et Nathan Fraser. Eh bien, ils ont vraiment été bons. Et surtout, je mettrai en avant Karl Anderson. Je trouve que Karl Anderson est celui qui va le plus faire de choses sur le ring du côté de DOC. Et on le sait de base, Karl Anderson est le plus talentueux des deux. Entre Karl Anderson et Luke Gallows, eh bien, le gars qui a le plus de qualité, c'est quand même Karl Anderson. Et il va une nouvelle fois le montrer dans ce match. Et ça me fait plaisir, vraiment, de le voir à ce niveau-là. Mais comme je le disais, c'était un match ultra plaisant parce que Axiom et Nathan Fraser, comme toujours, on va être à 2000 à l'heure et c'est une superbe équipe. Vraiment, tu ne t'ennuies jamais avec eux, c'est toujours innovant, c'est toujours divertissant. Je pense une nouvelle fois à ce hot tag à 2000 à l'heure de Nathan Fraser. J'adore cette prise une nouvelle fois qu'il porte avec ce springboard moonsault enchaîné avec un DDT. Une de mes prises favorites à la WWE actuellement, c'est tellement précis, c'est tellement fabuleux. DOC qui sont vraiment très proches de la victoire, on va y croire à plusieurs reprises. Il y a cette prise portée du haut de la 3e corde par Karl Anderson et là tu te dis que c'est terminé. Eh bien non, parce que Axiom et Nathan Fraser vont réussir à revenir dans le match, réussir à porter un Spanish Fly du haut de la 3e corde, sublime, enchaîné avec un Phoenix Splash de la part de Nathan Fraser. 1, 2, 3, victoire de Axiom et Nathan Fraser qui conservent leur titre tag. C'est ce que j'avais pronostiqué, je pense que c'est le bon choix. C'est clean, ok, d'accord. Est-ce que maintenant le run de DOC à NXT est terminé? Je pense, et ça a été globalement correct, je trouve. Et ça se termine surtout sur une très bonne note, avec l'un des meilleurs matchs de DOC depuis des mois, voire des années. On passe à Lola Vice qui fait face à Shayna Baszler dans un NXT Underground match. Un combat qui va durer 11 minutes. Ma note pour ce match est de 3,75. Alors on est proche du 3,5 aussi, je savais pas trop où me positionner. C'était sympa et comme d'habitude, les matchs NXT Underground, c'est soit tu aimes, soit tu détestes. Par principe même, parce que le principe est tellement bizarre, se frapper mais pas réellement se frapper, des règles mais pas trop de règles, c'est toujours un peu entre les deux. Et donc je comprends que ça divise autant, franchement je comprends totalement. Maintenant, ce que j'ai aimé dans le match, c'est déjà encore une fois l'attitude de Lola Vice, qui cette fois-ci n'entre pas en dansant, en bougeant, non. Elle est sérieuse, elle a envie d'en découdre, elle a envie de fracasser Shayna Baszler. Ce que j'ai pas aimé dans le combat directement, c'est la lumière, le côté sombre. Au tout début du match, vraiment, on n'y voit absolument rien. Parce qu'il faut savoir qu'ils vont aller assez souvent à l'extérieur du ring, si on peut appeler ça un ring parce qu'il n'y a pas de corde. Et au début, on n'y voit rien. Alors après, ils vont essayer de bouger les lumières et du coup, on y voit un peu mieux. Mais je trouve ça un peu trop sombre. Je comprends le principe. Et du côté de NXT, on a déjà vu ce type de combat-là, mais c'était quand même un peu plus éclairé. Là, je trouve que c'est beaucoup trop sombre. C'est un gros reproche. Mais sinon, le match, je l'ai trouvé assez divertissant. Avec toujours ces personnes du Performance Center qui sont autour du ring et qui sont là pour mettre l'ambiance, pour taper sur le ring. Ça met une certaine ambiance et je trouve que ça rajoute toujours quelque chose. Comme ça, même si le public n'est pas chaud, et vu que le public du soir n'était pas hyper chaud, eh bien t'as l'impression qu'il y a une vraie ambiance, t'as l'impression qu'il y a un gros combat qui se passe devant nous. Donc je trouve que ça c'est toujours bien. Il y a des moments dans le match où ça fonctionne en termes de coups, c'est-à-dire que à des moments tu crois au coup porté, tu crois à certaines droites de Shayna, tu crois à certaines droites de Lola Vice, et à certains moments tu crois pas trop. Je regarde pas réellement l'UFC, je regarde pas trop le MMA, mais je connais les finishes de match avec ces énormes droites qui sont portées, ces énormes coups de poing en coups de marteau je pourrais dire. À certains moments dans le match ils sont très crédibles et à certains pas vraiment. C'est tout ce que j'ai à dire, mais globalement je passe un bon moment. Voilà, c'est pas trop long et je passe un bon moment devant. Shayna Baszler en fin de match passe un peu pour une débile parce qu'elle va être souvent à l'extérieur du ring. Elle va être projetée sur les superstars à l'extérieur du ring. Elle va s'en prendre à eux, du coup ça va la distraire, elle va perdre un temps monstre. Je trouve qu'elle est un peu bête à ce niveau-là, je vois pas trop pourquoi elle s'en prend à eux alors qu'elle doit être focus sur son match face à Lola Vice. Et Lola Vice va prendre le dessus et remporter ce match. Très bonne chose, c'est ce que j'avais misé, je misais sur Lola Vice, je pense que cette victoire lui sert beaucoup plus qu'à Shayna Baszler et on peut se dire qu'une Lola Vice eh bien, pourrait aller challenger, pourquoi pas, la nouvelle championne nord-américaine, Kelani Jordan. On enchaîne avec Obafemi, le champion nord-américain qui défend son titre face à Wesley et Joe Coffey dans un combat de 12 minutes. Ma note pour ce match est de 4,5 sur 5, sans hésitation, l'un des matchs de la soirée, l'un des matchs les plus plaisants de la soirée. Et comme je l'ai dit pour le match féminin de l'échelle, tous les hommes vont briller dans ce match. Et une nouvelle fois, c'est un match à 3 du côté de NXT qui répond présent. C'est un match de très haut niveau à 3. C'est une habitude maintenant du côté de NXT, c'est presque un classique. Les matchs à 3 répondent présent, les matchs à 3 sont spectaculaires, sont
fascinant et c'est une nouvelle fois le cas avec ce match à 3. On n'avait pas trop de doutes sur la qualité, simplement je doutais par rapport à Joe Coffey incorporé dans ce match et il a été au niveau, vraiment rien à dire. Alors je trouve fade, toujours en tant que personnage et en tant que personnalité, mais pour le coup sur le ring il a bien fait le boulot dans ce match, mais il y en a un que je dois ressortir du lot. C'est Obafemi. Il a vraiment ébloui ce match de sa prestance, de sa présence, de son athlétisme. Il a été tout simplement impressionnant, monstrueux pendant ce match. Alors je suis un fan d'Obafemi depuis maintenant quelques mois, mais cette performance-là vraiment fait que je suis dans le train Obafemi. Vraiment, j'y suis et je n'en sortirai jamais. D'ailleurs, c'est pas anodin, on a vu énormément de tweets de superstars WWE qui ont vu ce combat et qui ont ressorti du lot Obafemi. Je pense à un tweet de Biggie qui en a parlé, qui disait que il n'avait jamais vu ça du côté de NXT et qu'il était très très fan d'Obafemi. On sait que Biggie aime les big guys, aime les gars qui frappent fort et qui mettent des grosses prises. Donc finalement c'est plutôt logique de le voir fan de Obafemi. Mais ouais, il impressionne tout le monde. Il a simplement 25 ans et il est impressionnant match après match. Je vois une nette amélioration match après match et ça c'est ultra rassurant. J'en ai pas parlé mais Wesley est parfait dans ce rôle-là, dans ce match-là, parce que lui va voltiger, lui va mettre du rythme, lui va être l'homme le plus technique des trois et il est parfait dans cette alliance des trois combattants, il est parfait. On va souvent avoir une espèce de 2 contre 1 entre Joe Coffey, Wesley et Obafemi. On se met contre le géant, on se lie contre le géant, mais c'est pas suffisant. On va même avoir Gallus qui vont intervenir, qui vont s'en prendre à Obafemi, mais c'est pas suffisant. Une nouvelle fois, Obafemi va s'occuper d'eux, et évidemment, le geste final, le move final, avec un Obafemi qui va choper en plein vol Wesley, lui porter une énorme powerbomb, prendre une nouvelle fois sur ses épaules Joe Coffey, powerbomb, 1, 2, 3, victoire d'Obafemi qui fait bien le tomber sur Joe Coffey. Ça c'est pas anodin parce que je pense qu'on va partir ensuite sur Wesley face à Obafemi et là aussi ça va être du très très lourd. Mais ouais, évidemment le match était spectaculaire, était dingue, mais gros coup de cœur pour Oba lors de ce match. On passe à Roxanne Perez qui défend son titre de championne NXT face à Jordynne Grace, la championne TNA Knockout. Un combat qui va durer 14 minutes. Ma note pour ce match est de 4,75 sur 5. Il n'a pas 5 parce que la fin de match est un peu particulière et j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais pour revenir sur le match en soi, c'était tout simplement exceptionnel. Tout simplement exceptionnel. Roxanne Perez a fait une performance incroyable. Je parlais de la perf de Obafemi juste avant, et bien la perf de Roxanne Perez c'est du très très haut niveau et petit spoiler, c'est mon match préféré de la soirée. J'avais beaucoup d'attentes sur ce match parce que ça me permettait aussi de découvrir Jordynne Grace à ce niveau-là. Et elle m'a clairement pas déçu. J'en ai parlé lors de ma dernière review de NXT, mais clairement Jordynne Grace, lorsque son contrat avec la TNA sera expiré, elle va aller du côté de la WWE et elle fera des ravages. On parle du niveau de Roxanne, mais alors le niveau de Jordynne Grace, c'est là aussi exceptionnel. Elle m'a épaté. Parce que oui, physiquement, athlétiquement, elle est dingue. C'est une machine. Vraiment, elle est capable de soulever n'importe qui, n'importe comment. C'est incroyable. Mais de l'autre côté, je la trouve très à l'aise techniquement, très fluide dans ses mouvements. Je la sens pas pâteau, je la sens pas lourde, bien au contraire, je la sens fluide. Et ça, c'est vraiment un gros plus. D'avoir quelqu'un de son gabarit et de son physique qui est capable de bouger de cette manière-là, c'est assez rare et je lui dis chapeau pour ça. Non, vraiment, c'est un excellent match. J'adore l'aspect technique du combat avec une Roxanne Perez qui va blesser, attaquer le bras de Jordynne Grace pendant tout le match avec différentes techniques, avec différentes prises de soumission. Elle le fait très bien. Roxanne Perez, vraiment, c'est jamais violent, c'est jamais impactant dans les coups, dans les prises. Mais qu'est-ce que c'est propre techniquement, qu'est-ce que c'est solide, qu'est-ce que c'est méticuleux, c'est méthodique. Moi, ça m'impressionne. A noter qu'on va avoir du sang pendant le match. Et je sais pas trop d'où ça vient. Je crois que ça vient de l'oreille de Jordynne Grace. Et je crois que ça vient d'une boucle d'oreille qui va se planter dans la jambe de Roxanne Perez. J'ai vu cette image-là. Ça m'a un peu surpris. Tu vois la boucle d'oreille plantée dans la jambe de Roxanne. Ok, d'accord. Donc on comprend un peu mieux d'où vient le sang. Mais ça rajoute forcément un peu de dramaturgie à ce combat qui n'en avait pas forcément besoin. Mais c'est un plus intéressant. La fin de match, évidemment, on ne pouvait pas donner une fin clean pour n'importe quel des deux superstars. Et donc on va avoir Tatum Paxley qui va arriver, qui va prendre le titre TNA de Jordynne Grace, mais elle va s'en aller avec ce titre et qui va arriver? Eh bien c'est Ash by Elegance. C'est qui? C'est tout simplement Dana Brooke qui est du côté de la TNA, qui va être présente, qui va empêcher Tatum Paxley de s'en aller. Sauf que Jordynne Grace, elle va sortir du ring, elle va s'occuper des deux. En revenant sur le ring, Roxanne Perez va la contrer avec un stunner sublime pour enchaîner avec le Pop Rocks. 1, 2, 3, victoire de Perez qui conserve son titre. Alors clairement la TNA, je ne sais pas si c'est vraiment un bon choix
pour représenter ta division féminine, Jordynne Grace, c'est top. Dana Brooke, alias Ash by Elegance, je suis pas sûr du choix. Vraiment pas très sûr du choix, mais bon, c'est leur choix, c'est comme ça. Intéressant d'entendre Vic Joseph, le commentateur de ce match, qui dit après le match, Roxanne Perez a battu tout le monde dans le monde. Elle y parle du monde. Et on sait que Giulia donc va arriver du côté de NXT dans quelques semaines. On parle de ce match du côté de NXT East Wave qui sera le mois prochain. C'est pas anodin. Ce qui est sûr, c'est que Roxanne Perez a une nouvelle fois fait forte impression et que j'ai hâte d'avoir ce match face à Giulia. Et dans le main event, Trick Williams défend son titre de champion NXT face à la nouvelle superstar de NXT, Ethan Page, dans un combat de 12 minutes. Ma note pour ce match est de 3,5 sur 5. Ça reste un combat sympa, mais qui ne va pas plus loin. A noter que Ethan Page a eu un thème d'entrée, donc parce qu'on ne l'avait pas eu du côté de NXT, parce qu'il n'avait pas encore signé. Bon, c'est du Def Rebel classique, il n'y a vraiment rien à dire sur ce thème, c'est assez fade, assez générique. Pour le coup, sur le ring, je trouve qu'il a été plutôt bon, même si je vois pas une énorme alchimie entre les deux. Et se pose la question, bien évidemment, du niveau de Trick Williams. J'ai vu beaucoup de questionnements à ce niveau-là sur les réseaux sociaux, beaucoup de critiques sur Trick Williams. Mais j'aimerais rappeler quelque chose, Trick Williams est à NXT pour apprendre. Trick Williams est à NXT pour évoluer. Trick Williams est à NXT pour progresser. Évidemment que Trick Williams a des lacunes encore sur le ring. Évidemment, je pense qu'on en est tous conscients. Il a un arsenal de prises qui est assez classique, assez basique, et il faudrait qu'il rajoute quelques prises et surtout, qu'il s'améliore dans certains aspects. Bien sûr, on est d'accord là-dessus, mais c'est le principe de NXT. Il est encore à NXT pour cette raison-là. Il est encore à NXT pour cette raison précise. Donc évidemment, Trick Williams n'est pas un énorme champion NXT avec des qualités sur le ring exceptionnelles. Mais ça, on le sait depuis le début, Trick Williams a un charisme immense et il est excellent en promo. Il a fait d'énormes progrès sur le ring et son meilleur match c'était face à Ilya Dragunov. Et j'ai envie de dire, n'importe qui peut avoir un bon match face à Ilya Dragunov. On est d'accord là-dessus. C'est pour cela que Trick Williams est du côté de NXT. Et là, je trouve que le match est classique, basique, qu'il n'est pas mauvais, loin d'être mauvais, ça reste un bon match, mais que ça ne va pas plus loin. Techniquement, j'ai pas grand chose à en dire sur le match. Ça va un peu s'emballer avec le public d'ailleurs qui va heureusement crier et chanter un peu des Whoop That Trick. Heureusement, quand Trick Williams va sauter sur Ethan Page à l'extérieur du ring et même dans le public, et quand Ethan Page va passer Trick Williams à travers la table des commentateurs. C'est les deux moments choquants, marquants de ce match. Ensuite, Trick Williams va prendre le dessus sur Ethan Page parce que Ethan Page est frustré après l'arbitre et va être déconcentré. Et Trick Williams en profite. 1, 2, 3, victoire de Williams qui célèbre après avec Sexy Red qui était l'host de ce show. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce match. Et la finalité, c'est clean, il n'y a pas d'intervention, c'est une défaite pour Ethan Page qui lui aussi passe un peu pour un débile. On le fait passer pour quelqu'un d'expérience qui a travaillé dans d'autres fédérations et là il se fait distraire par rapport à l'arbitre. C'est pas dingue, mais il n'y a rien de bien mauvais. Je comprends pas trop pourquoi les gens s'excitent après ce match. J'ai mis 3,5 sur 5, c'est pas incroyable, mais c'est sympa. Je pense que c'est un match sympa, mais qui ne va pas plus loin. Bilan de ce show, de mon côté, on est sur un 8 sur 10. Clairement, la note baisse par rapport au public, par rapport à l'environnement, par rapport à l'endroit. Je l'ai dit en introduction, pour moi, il ne faut plus revenir dans cet endroit. L'UFC, Apex, je ne sais quoi, là, à Las Vegas, c'est mort. Il faut arrêter ça, 700 personnes dans cette salle, c'était pas bon. C'était pas une bonne idée et ça s'est révélé être pas une bonne idée, tout simplement. Donc, ça, c'est clair et net. Maintenant, il y a eu des matchs de qualité. Pour moi, Jordynne Grace face à Roxanne Perez, c'était assez exceptionnel. Le match à 3 pour le titre nord-américain, puis le match de l'échelle féminin pour le titre nord-américain féminin était top. Franchement, j'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Il n'y a pas eu de match catastrophique et c'est déjà très bien. Il y a eu des matchs peut-être plus moyens que d'autres, mais globalement, le show était vraiment assez excellent. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!